Anne-Marie Bouchard, qui est toute là, en direct de Québec. Vous avez réalisé, Anne-Marie, un doctorat en études anarchistes. Alors moi, ça me passionne. J'aimerais qu'on fasse... Je ne savais même pas que ça existait, Anne-Marie. Des études, un En doctorat fait, en études c'est en anarchistes. histoire de l'art, mais j'ai vraiment travaillé sur des artistes très connus, en fait, la plupart, là, les post-impressionnistes, qui étaient aussi des Ah oui. anarchistes à la fin du 19e siècle, puis qui participaient beaucoup à la propagande. Donc, c'était vraiment en histoire de l'art et en études anarchistes simultanément. Très intéressant. Alors, justement, vous vous êtes intéressé à la propagande via l'impression. Vous faites également actuellement des études en psychologie. Oui, Pourquoi? à temps partiel. Oui. Pour plein de raisons. Je pense que ça a été ma première passion dans la vie, puis que j'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer maintenant pourquoi je suis allée en histoire de l'art, finalement. J'avais vraiment beaucoup d'intérêt pour la psychologie dès le cégep. Puis au début de la quarantaine, j'ai commencé à avoir plusieurs questionnements aussi. Puis j'avais le sentiment que ça pouvait m'apporter quelque chose dans ma pratique d'historienne, là, en tant que personne qui cherche un peu les artistes qui sont en marge des créneaux des musées. J'avais l'impression que ça pouvait m'aider un peu dans cette pratique-là pour réfléchir les choses autrement, là, de pousser un peu les questions de la psychologie d'aujourd'hui, là, donc la psychologie cognitive, les neurosciences, là, pas seulement Freud, là, c'est pas ça vraiment qui m'intéressait, mais Ce grand j'ai féministe. toujours eu cette espèce de soif d'apprendre, là. C'est merveilleux. Alors, vous êtes arrivé au Musée national des beaux-arts de Québec en 2014 et vous avez revu entièrement les expositions permanentes au musée. Alors, comment tout ce dont on a parlé, là, ce doctorat en histoire de l'art, mais avec une spécialisation en propagande, en études anarchistes, les études que vous faites en psychologie, là, comment ça se retrouve dans cette valorisation que vous voulez faire du travail des femmes? Bien, déjà, je pense que ça indique où je loge idéologiquement. Oui. Donc, j'ai toujours été une personne qui avait quand même un certain problème avec les hiérarchies puis tout ce qui touche l'autorité en général. Et donc, ça a été un peu un choc. En fait, on est très libre là, lorsqu'on est des étudiants à l'université, lorsqu'on fait notre doctorat, on est libre de théoriser sur différents sujets, on est libre de faire des recherches. Et quand on arrive dans un musée, on est confronté vraiment à différentes structures ou des règlements d'acquisition, des façons de faire des expositions, un marché de l'art aussi, tout ce qui touche la disponibilité des œuvres. On est comme un peu confronté à ça. Puis moi, ça a été un choc quand même assez important. Constater ce qui, pour moi, faisait déjà pas de sens avant, c'est-à-dire la sous-représentation des femmes, l'absence de diversité. C'est plus facile de passer outre ça quand on est dans un milieu universitaire puis qu'on parle des choses plus théoriquement puis qu'on écrit sur la chose que lorsqu'on se trouve dans un cadre de musée puis là, on se fait donner comme mandat de refaire entièrement les salles de collection permanente. Bien, quand il y a 4 % d'œuvres de femmes dans la collection permanente, malheureusement, il faut trouver des solutions pour pouvoir leur donner une plus grande représentation dans les salles sans pour autant dénaturer donc ce qu'on a déjà dans la collection. Il faut comme essayer de réfléchir les choses autrement. Puis finalement, bien, clairement, mon background un peu d'anarchiste fait que ben, je me barre pas vraiment les pieds là, dans le canon ni dans les façons de faire habituelles. Là. Ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Donc, c'est sûr que ça a brassé quelques petites certitudes à l'interne. Mais ouais. je pense qu'à posteriori, ça fait du bien parce que dans la salle d'art moderne, entre autres, même s'il y a 4 % d'œuvres de femmes dans la collection, dans la salle d'art moderne, j'ai réussi à augmenter la représentation des femmes à 39 % ce qui est presque la parité là, dans une salle d'expo. Bon, alors vous êtes passé en l'espace de 5 ans et demi, 6 ans, là, parce qu'on est en 2022, de 4 à 39 dans la salle. Dans une salle d'exposition, parce que je pense que le 4 % ça représente 4 % des plus de 30 000 œuvres qu'il y a dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Collection donc, c'est permanente. à peu près rien, on va se le dire. Puis, en plus, c'est souvent très concentré en art contemporain et art actuel. Moi, je suis dans la période du début du siècle. Il y avait beaucoup de femmes artistes, mais elles n'ont eu aucun soutien à aucun moment, ce qui fait que souvent, les successions se sont même carrément débarrassées des œuvres en disant « Ma tante, machin, elle a toujours fait des arts, mais elle n'a jamais exposé, donc ça n'a aucune valeur. » Moi, je les cherche, là. Je les cherche tellement, là. Ça m'intéresse tellement. Donc, c'est difficile de faire augmenter cette représentation-là. Donc, c'est 4 % de 39 000, beaucoup à partir de 1950. Mais quand donc, vous dites... malheureusement, ça ne représente pas ce qui s'est passé réellement parce qu'on le sait qu'il y avait des femmes artistes dès le 19e siècle et même avant. Oui. Ça, c'est... Non, mais je veux dire, moi, attendez, là.
Quand je dis que je suis hors de ma zone de confort, j'ai besoin de comprendre. Là. Faire passer une collection permanente là, de 35 là, d'augmentation, vous faites ça comment si ça n'existe pas dans la collection permanente? Je suis peut-être pas claire dans ce que je veux dire. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui comprennent très bien. 39 000 œuvres dans la collection. Il y a 4 de ces 39 000 œuvres-là qui sont des œuvres de femmes. Moi, quand on me donne le mandat de créer une exposition sur les collections permanentes, évidemment, je ne mets pas 39 000 œuvres en salle. Il y en a 850. Mais dans une de ces salles-là, qui est la salle du début du 20e siècle, allant, disons, de 1890 jusqu'à 1960, bien, j'aurais pu me dire, dans cette période-là de l'histoire au musée, on a seulement 4 d'œuvres de femmes, donc je vais garder cette proportion-là pour la salle d'exposition, mais j'ai décidé que je ne faisais pas les choses comme ça du tout. Et donc, dans cette salle-là, où il y a environ une centaine d'œuvres, bien, il y en a 39 qui sont des œuvres de femmes. Ouais. Donc, ça a impliqué d'aller sélectionner des femmes pour lesquelles on a, par exemple, une seule œuvre dans la collection, alors que pour un autre artiste homme à côté, on peut en avoir 470. Donc, évidemment qu'on se fait faire des commentaires comme « Ouais, mais là, si tu mets une œuvre de cette personne-là, tu vas enlever une œuvre d'un vrai artiste. » D'un vrai artiste, ouais. Parce que, évidemment, que ça vient comme brasser un peu des certitudes. Le musée, depuis 85 ans, a pris le temps de collectionner 470 œuvres de l'autre artiste masculin. Moi, j'arrive puis je dis « Non, moi, c'est elle que je veux. » Puis là, elle a une seule œuvre. Donc, on se dit « Ben, elle avait moins d'importance puisqu'on ne l'a pas collectionnée. » Donc, il y a... la confrontation avec le milieu muséal est souvent difficile pour ça, là, quand on arrive d'un autre milieu où on n'a pas ces enjeux-là pratico-pratiques de la disponibilité des œuvres. Mais il y a des moyens de trouver des stratégies pour augmenter la représentation des femmes, même si les œuvres sont vraiment plus rares, là, surtout dans la période que... Anne-Marie, quand on vous a engagé là, pour revoir donc, les collections, est-ce que le mandat, c'était de le féminiser ou est-ce que c'est vous qui apportez ça? Non! Comment non? C'était pas ça! Ils vous ont pas dit, Anne-Marie, rends ça plus féminin. Pas du tout! Non, non. Ah. Puis, en fait, je suis un peu... j'ai pas tendance à être non plus super subtile. Donc, dans mes intentions, quand on m'a donné le mandat, j'ai très clairement dit dès le début que moi, je n'avais pas l'intention de faire une galerie, un genre de panthéon des grands hommes. Là. Mais ça a pris quand même un certain temps avant que ça soit accepté. Là. Ça a pris quand même du travail. Puis je pense qu'en fait, ce qui est le plus le fun pour une personne qui fait ce genre de travail-là, c'est quand on voit le public rentrer en salle. Parce que oui, à l'interne, il y a plein de gens qui me donnaient des tapes dans le dos et qui me disaient « Ah ouais, ça va vraiment faire du bien ». Mais c'est quand les gens rentrent dans la salle, là, puis là, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de femmes artistes qui ne connaissaient pas du tout. Ah oui. Là, on reçoit plein de commentaires super positifs. Ah oui. Ouais, cool, c'est pas juste une salle d'hommes pour une fois. Là, on fait comme genre, OK, il y a des gens qui sont vraiment rendus là comme sensible nous. À ça. Mais des fois, la structure du gros musée est plus difficile à faire. C'est clair, comme tout dans la vie. Autrement dit, est-ce que c'est un risque financier d'exposer des femmes? Je la pose, là. C'est une question terrible. Mais allons-y, là. Mais moi, je dis que non, là, c'est pas un risque financier. Mais là, c'est Thérèse qui parle, évidemment. Thérèse est déjà vendue. Puis elle n'est pas dans un musée non plus. Elle n'est pas dans un musée. Puis on est rendu qu'on parle de vous à troisième personne, c'est très intéressant. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. On a comme ça. C'est arrivé comme ça. Oui. Et là, mais le Musée du Québec a fait un bon coup un jour, puis il ne savait pas qu'il faisait un bon coup. Puis je vais vous dire quand. C'est quand il a exposé Riopelle avec Joan Mitchell. Ouais. Ah oui. Ça, il a fait un bon coup parce qu'il n'a pas réalisé que Mitchell, là... Bien, big, Mitchell. Elle est big, Mitchell, puis elle prenait sa place à côté de Riopelle. Parce que Riopelle... Et même, je dirais plus big que Riopelle. Bien, c'est parce que moi, je n'allais pas le dire, mais moi, je suis convaincue de ça. Bien oui. Elle est plus connue mondialement, je pense. Mais Riopelle, tu sais, c'est comme notre canon. Oui, c'est notre grand canon. Québécois, puis... Ça y enlève rien, là, mais... Bien, je suis pas très Riopelle, on va le dire. On va le dire comme ça. Il y a eu un autre bon coup, là, puis l'autre bon coup qu'on a fait, ça a été Berthe Morisot. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu venir la chose. Et quand on a fait l'exposition sur Berthe Morisot avec le musée d'Orsay, puis on avait la salle d'exposition, les deux salles d'exposition étaient quand même relativement petites. Et c'était hallucinant. Il y avait une file de personnes dans le corridor en permanence qui devaient attendre parce qu'il y avait un nombre maximum de personnes dans la salle en même temps pour pouvoir s'assurer de la protection des œuvres, en fait. Là. Ça a été un succès incroyable. Comment on explique ça? De Berthe Morisot. Il n'y a personne qui l'a vu venir. Et donc, moi, dans ma tête à moi, il n'y a plus aucune raison de voir le fait d'exposer des femmes artistes comme un souci financier. Sauf que, par la suite, il n'y en a pas eu d'autres.